Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons aborder des éléments de communication non verbale. Autrement dit, lorsque votre corps en dit plus que vous. Lors d'une discussion ou d'un entretien, la seule chose que vous maîtrisez totalement, ce sont vos mots. Et ce qui est surprenant, alors que vous contrôlez 100% de votre discours, votre interlocuteur, lui, n'en perçoit pas plus de 10%. Parce qu'il est distrait, qu'il n'interprète pas de la même façon que vous, ou simplement parce qu'il ne les entend pas bien. Au-delà des mots, ce que vous contrôlez aussi partiellement, ce sont vos intonations. Autrement dit, la façon dont vous prononcez votre discours. Malheureusement, sous le coup de l'émotion, et aussi parce que votre cerveau est occupé à fabriquer votre discours, vous n'en maîtrisez que 30%. En revanche, votre interlocuteur, qui a moins d'efforts à faire que vous puisqu'il est à votre écoute et qu'il reste passif, perçoit près de 40% de vos intonations. Dernier élément, et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui, ce sont vos gestes. Étant donné que votre cerveau est accaparé par tout ce que nous avons dit avant, il lui est impossible, sans entraînement, de maîtriser l'ensemble des automatismes primaires que l'homme s'est construit depuis des centaines de milliers d'années. Lors d'un entretien, nous ne percevons que 5% de notre attitude corporelle. Sans nous en rendre compte, nous nous frottons le menton, nous nous caressons le genou ou nous croisons les bras. Et ça, notre interlocuteur le perçoit inconsciemment, à près de 60%. Et c'est souvent le corps qui trahit les menteurs, ou au contraire, qui rendra votre communication beaucoup plus efficace. Avant toute chose, parlons de ce qu'on appelle la distance sociale. Il y a quelques millions d'années, pour des raisons de sécurité, et de nos jours pour des raisons sociales, l'homme a défini autour de lui une zone dans laquelle il ne veut voir personne. Cette zone est déterminée par la longueur d'un bras tendu. Et toute intrusion à l'intérieur de cette bulle invisible est ressentie comme une agression. Personne n'aime être serré de trop près. Pourtant, nous admettons dans cette sphère intime des gestes tendres de personnes familières. Ce qui fait que, paradoxalement, si on parvient à entrer dans cette zone sans déclencher de rejet, on établit facilement une forme de complicité avec son interlocuteur. Une des meilleures façons d'entrer dans cette bulle est de se présenter avec un petit objet à offrir en guise de cadeau. Il peut s'agir d'un crayon, d'un document à déposer dans la main de la personne à qui vous vous adressez. Nos comportements physiques ne sont pas un apprentissage récent. Comme nous l'avons dit, ils datent de plusieurs centaines de milliers d'années et sont le fruit de notre évolution. Ils font partie de notre capital génétique. Ces gestes que l'on fait instinctivement sont les mêmes pour tout le monde, mais on a souvent du mal à les interpréter. Nous ne sommes pas ici pour dresser une liste exhaustive de l'ensemble de ces gestes, mais plutôt pour analyser ceux qui sont les plus simples à interpréter et aussi ceux que vous pouvez rencontrer dans des situations de face à face, d'entretien d'embauche ou encore de route concours. Tout d'abord, les mouvements de tête. Il y en a 3, en arrière, en avant et sur le côté. Lorsqu'on est face à quelqu'un, avoir la tête en arrière est synonyme d'arrogance, de domination ou de défi. En revanche, la tête baissée indiquera une forme de soumission. Si la tête est penchée, c'est un geste involontaire de séduction que l'on garde depuis l'enfance. Descendons un peu vers le tronc. Il arrive que le corps se balance. Le fait de se balancer d'avant en arrière peut être interprété inconsciemment comme une agression par votre interlocuteur. Bien sûr, il ne le formulera pas comme ça, mais son patrimoine génétique issu de centaines de milliers d'années d'évolution l'alertera. Il lui fera sentir que l'adversaire qui est en face de lui s'apprête à prendre de l'élan pour rentrer dans son périmètre de sécurité ou pour lui donner un coup de boule, par exemple. Cela peut entraîner une méfiance involontaire de la part de la personne qui est en face de vous. Si le corps se balance de façon latérale, c'est plutôt signe d'hésitation à dire ou à faire quelque chose. À présent, parlons d'une des parties les plus importantes de nous-mêmes, nos mains. Elles sont d'abord et avant tout des outils qui nous permettent de prendre, de déplacer des objets, de montrer ou encore de se protéger les yeux du soleil par exemple. Mais ce sont aussi des armes qui permettent de porter des coups, griffer, gifler ou encore tenir un couteau, un fusil ou tout autre objet potentiellement dangereux. Elles servent aussi de terminal sensitif et permettent de percevoir la forme des choses, leur température ou encore leur poids. Elles sont aussi, et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, un formidable outil de communication. Mais elles sont aussi un signal que nous envoyons, parfois sans nous en rendre compte, à notre interlocuteur. Si elles sont ouvertes, elles sont synonymes de paix et de non-agression. En des temps reculés, cela permettait de montrer qu'on n'avait pas d'armes ni de mauvaises intentions.
Si elles sont ouvertes et tendues, elles évoquent une menace, comme le tranchant d'une hache. Si le poing est fermé, il est signe de menace ou de violence mal contenue. La position main fermée détendue est quant à elle la position naturelle de repos. Elle n'a pas beaucoup de signification. Maintenant, compliquons un peu les choses. Vos mains ne sont pas fixes, elles bougent avec les bras et leurs mouvements envoient d'autres messages à votre interlocuteur. Et oui, une main fermée, détendue, portée à la bouche indiquera que vous réfléchissez ou que vous marquez une pause avant de prendre la parole. En plateau, avec un mouvement vers le haut, les mains symbolisent une offrande faite au ciel, autrement dit, l'élévation du débat ou l'apaisement. Si elles ont un mouvement descendant, elles envoient aussi un message d'apaisement et symbolisent le feu qu'on éteint en l'étouffant. Maintenant, si vous pointez le doigt sur quelqu'un, l'inconscient de cette personne, son héritage génétique, traduira ce geste comme une agression, comme si votre doigt était une arme susceptible de la transpercer. D'ailleurs, c'est un geste que l'on interdit aux enfants, qu'ils font sans penser à mal, mais qui peut représenter une attaque symbolique et déclencher des réactions de défense. Si vous mettez la main devant la bouche, cela peut être assimilé à une tromperie. C'est un réflexe qui nous vient de l'enfance. Lorsque l'enfant fait une bêtise, il se cache les yeux en pensant qu'on ne le voit pas. C'est enfantin et inefficace et le geste disparaît en grande partie quand il grandit. L'adulte, lui, comme il ne peut pas cacher ses yeux, cache sa bouche. À l'âge adulte, ce réflexe enfantin peut signifier un désir de cacher un mensonge ou une ruse. Si, lors d'un entretien, vous venez apporter vos mains aux oreilles, cela peut être interprété comme une tentative d'isolement, comme l'enfant qui ne veut plus rien entendre. Cela peut dévoiler aussi votre angoisse. Si votre doigt se porte le long de la joue, il sera synonyme d'une réflexion dubitative. Il y a de nombreux mouvements involontaires qui trahissent nos émotions. Les gestes d'autocontact en font partie. Lorsque l'enfant est petit, sa mère le rassure par la voix et surtout par le geste, surtout en le caressant. Lorsque l'on grandit, nous refaisons instinctivement ces gestes. Il nous arrive de nous caresser le bras, le visage ou les genoux, ou encore de nous étreindre les avant-bras. Ces gestes indiquent la plupart du temps un malaise. Et oui, si on cherche à se rassurer, c'est qu'on ne l'est pas. Abordons maintenant les mouvements de bras. Il y en a 3. Le long du corps, les mains tendues en avant et les bras croisés. Si la position des bras le long du corps est naturelle pendant la marche, elle est vite inconfortable, debout, à l'arrêt. La pression sanguine donne des fourmillements ou fait gonfler les mains. Du coup, pour éviter cette gêne, nous mettons simplement les mains dans les poches ou nous les croisons devant ou derrière le dos. En soi, cette position est juste une recherche de confort. Et si vous cherchez le confort, c'est que tout va bien. Et vous n'avez pas l'intention de mettre un terme à la situation. Lorsque vous tenez vos mains devant vous, un peu comme un joueur de football faisant le mur lors d'un coup franc, vous pouvez être dans la recherche de confort, comme nous l'avons vu juste avant. Mais aussi dans une attitude de protection. Instinctivement, nous nous protégeons le ventre et le bas-ventre, qui regroupent beaucoup d'organes vitaux et qui ne sont pas protégés par les os de la cage thoracique. Pour savoir si l'attitude de votre interlocuteur est une recherche de confort ou de protection, il faut observer ses autres gestes et le ton qu'il emploie lorsqu'il parle. Lorsque vous croisez les bras, l'interprétation la plus simpliste est la méfiance, la fermeture à l'autre. On se protège et on crée une barrière solidement fermée par les mains qui bloquent le mouvement. C'est beaucoup plus subtil que ça. Selon la position des épaules et du reste du corps, vous pouvez simplement être en recherche de confort comme nous l'avons vu plus haut. Et vos épaules seront alors plus détendues. Vous pouvez aussi être en recherche d'autocontact, comme nous l'avons déjà dit, et vous caresser le bras ou simplement le tenir. Le geste devra donc être analysé dans son contexte, afin de ne pas faire de fausses interprétations. Vos gestes peuvent donc en dire beaucoup sur ce que vous ressentez. Ce phénomène est souvent amplifié par la rapidité de vos mouvements. Une personne calme ou sereine a souvent tendance à faire des gestes lents ou de faible amplitude. A l'inverse, si vous êtes stressé ou impatient, vos mouvements s'accélèrent ou se répètent inconsciemment. Vous ouvrez et refermez la main, hochez la tête de façon répétitive ou bougez tout simplement le pied de manière régulière. L'impatience se traduit aussi souvent par ce qu'on appelle de petits mouvements de choc. Il nous arrive régulièrement de tapoter sur un coin de table ou sur son bras, d'utiliser un crayon comme instrument de percussion ou encore de marteler régulièrement le sol avec son pied. Tous ces signaux sont facilement lisibles et n'annoncent en général rien de bon. Cela peut même aller jusqu'à la colère ou à l'agressivité.
Alors, à vous de les repérer au plus vite afin d'y remédier. Comme le dit l'adage, les yeux sont le miroir de l'âme. Ils sont très éloquents et il nous est souvent facile d'interpréter les émotions de notre interlocuteur. Nous savons dire s'il est triste, en colère ou joyeux. En revanche, il nous est beaucoup plus difficile d'appréhender le simple mouvement des globes oculaires. En prêtant légèrement l'attention, il nous est possible de distinguer plusieurs mouvements significatifs. Lorsque la personne regarde obstinément le sol ou la table, au lieu de croiser le regard de son interlocuteur, on peut interpréter ça par un malaise ou le désir de tromper, mais avec la peur de se faire découvrir. Lorsque la personne regarde à gauche ou à droite et jamais en face, il est possible d'avoir la même interprétation que précédemment, mais il s'agit souvent d'un signe de timidité. Si votre interlocuteur jette un regard en hauteur lorsque vous parlez, il est probable qu'il s'ennuie. Ce réflexe nous vient de l'enfance et manifeste l'ennui ou l'agacement. Charge à vous d'adapter votre discours afin de susciter à nouveau son intérêt. Enfin, lorsque la personne qui est en face de vous jette un regard en haut à droite ou en haut à gauche, cela signifie qu'elle cherche dans sa mémoire une réponse à vous donner. Ça peut être parce que la question sollicite sa mémoire, et dans ce cas-là, tout va bien. Mais il est tout à fait possible qu'elle cherche des éléments pour habiller un mensonge. Voilà. Dans cette première partie, nous avons donc abordé quelques clés qui vous permettront de mieux appréhender les prochains entretiens que vous aurez. Bien entendu, l'ensemble des remarques que nous avons faites marchent dans les deux sens. Elles doivent vous permettre de mieux contrôler vos gestes, ou du moins tenter de le faire, car vous savez désormais comment ils sont interprétés, mais aussi de déceler chez vos interlocuteurs l'intérêt que vous suscitez. Et c'est justement l'objet de cette deuxième partie. Comment appréhender un jury? Quelles sont ses méthodes? Et quelles sont les erreurs à éviter? Avant toute chose, il faut savoir que bien souvent, la consigne des membres de jury est de rester impassible, afin de vous laisser vous exprimer sans vous orienter. Ils ont donc le loisir d'analyser votre communication non verbale. Cependant, en vous aidant de ce que nous avons vu ensemble, il vous sera possible de mieux maîtriser cette communication, mais aussi d'identifier quelques signes d'impatience, d'ennui ou de désaccord chez vos interlocuteurs. Bien évidemment, les membres d'un jury ne sont pas choisis au hasard. Chacun a un rôle qui correspond bien souvent à son domaine de compétence. Chaque membre vous posera les questions qui correspondent à son domaine, et vous le verrez certainement prendre des notes qui lui permettront tout simplement de débattre avec les autres membres du jury après la fin de votre entretien. Il est nécessaire de vous informer préalablement sur les personnes qui sont en face de vous. Cela vous donnera une idée sur les sujets sur lesquels vous serez amené à débattre et pourra éventuellement combler certaines de vos lacunes. En revanche, il est inutile de chercher à les identifier lors de votre entretien. Vous devez vous adresser à chaque membre du jury de la même manière, sans montrer plus d'attention à l'un d'entre eux qu'aux autres. Il est souvent tentant de citer le travail ou l'action d'un des jurés afin de montrer qu'on s'est documenté. Malheureusement, c'est souvent pris pour de la flatterie maladroite ou de l'irrespect pour les autres membres du jury. Comme nous l'avons dit avant, les membres du jury sont à votre écoute et ne manqueront pas de vous observer. Il faut donc éviter de leur offrir des points d'accroche susceptibles de retenir leur attention, tels qu'une collection de bijoux ou une paire de chaussures mal entretenues ou encore des décorations que vous auriez reçues. La règle, c'est de rester sobre, sans être triste, et élégant, sans ostentation. Bref, respecter le jury et sa bienveillance, et ne pas distraire ses membres de votre propos. De même, dès que vous entrez dans la pièce d'examen, ne prenez pas d'initiative. Ne faites rien sans l'accord du président. Ce sont les membres du jury qui vous diront où vous pouvez vous asseoir, si vous pouvez boire ou tomber la veste. Ce sont aussi eux qui mettront un terme à l'entretien qui a la même durée pour tous les candidats. Cette durée peut aller de 10 à 60 minutes. Il est important de conserver le même maintien et de maîtriser son stress pendant toute la durée de l'épreuve. Et ce, malgré les changements d'attitude des membres du jury. Ces derniers sont là pour sélectionner le meilleur candidat et au-delà de vos nombreuses connaissances, ils cherchent à tester vos réactions face à différentes situations. Il peut s'agir d'un bâillement, d'une marque ostensible d'ennui, d'une personne qui fait semblant de ne pas vous écouter en regardant son téléphone. Pour vous rassurer, sachez que ce n'est pas du mépris envers vous,
mais juste un jeu qui permet de voir quel candidat garde le plus facilement son sang-froid. Et c'est le mieux s'adapter à la nouvelle situation. A l'inverse, une attitude très conciliante, voire mielleuse d'un membre du jury peut vous amener à baisser la garde et à vous trahir. Le meilleur conseil est de garder le même comportement ou le même débit de parole, quoi qu'il arrive. Il peut arriver que vous provoquiez un désaccord entre les membres du jury. Ne vous en mêlez que si on vous donne la parole. De même, si l'un des membres du jury est en désaccord avec vous, il vous est possible de débattre. Sur certains faits précis, vous pouvez demander une vérification sur un smartphone et le cas échéant, affirmer votre point de vue ou revoir votre position. Dans tous les cas, l'humilité et la déférence doivent être les règles de base lorsque vous débattez avec les membres du jury. Vous en savez désormais un peu plus sur vous et sur les gestes qui peuvent vous trahir, alors à vous de vous exercer et je vous souhaite bonne chance pour vos prochains examens.